Bonjour à tout le monde. Charlotte, t'es venue vraiment au dernier moment. Tu m'as fait un petit peu. Ouais, c'était sur le fil, comme d'hab. En fait, c'est surtout qu'à chaque fois, je retrouve pas le lien. Nickel. Ben écoute, bienvenue à toi, Madame Charlotte. Alors, je sais même pas si on doit encore te présenter effectivement directement à force, parce que bientôt tu vas être notre numéro 1 de nos masterclass. Et ben, bienvenue un petit peu à tout le monde, effectivement. Donc, on est de plus en plus à venir prendre les conseils de Charlotte et puis directement aussi se généraliser directement dessus. Alors, donc, comment ça va se passer? Alors, on va attendre un tout petit peu avant de commencer directement. J'aime bien faire un peu un petit speech directement. Comme ça, Charlotte, elle nous a tout de suite mis dans le bain directement. Alors, accessoirement, aujourd'hui, on va parler jean. Alors, plus jean Beefeater directement. Donc, grâce à Charlotte, elle va tout nous expliquer directement. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, tout et tout. On a l'habitude. Alors, déjà, grande question. Donc, vous avez un petit onglet tout en bas à droite avec un onglet marqué question, l'autre marqué chat. Si vous pouvez juste me dire, tout simplement, si tout le monde m'entend bien, si vous nous voyez bien, si tout fonctionne, tout simplement. Alors, Virginie, nickel, c'est bon. Et bah, écoutez, tant qu'on n'est pas encore, tout le monde n'est pas encore là, si vous pouvez nous dire un petit peu d'où vous Bonjour. venez. Bonjour. Bonjour Amandine. Alors, Amandine, juste pour info, effectivement, la masterclass, donc c'est juste en fait avec Charlotte et puis moi-même, en fait, Ouais. sinon on va être beaucoup trop. Vous pouvez rester, il n'y a aucun problème, effectivement, je vais juste couper votre caméra, sinon Avec le son va plaisir. être problématique par la suite. Mais vous inquiétez pas. Hein. Est-ce qu'on peut quand même partager au niveau vocal si on n'a pas la caméra? Alors, en fait, c'est une très bonne question. Tout en bas à droite, vous avez un onglet, ce que je suis en train d'expliquer. Justement, vous avez un onglet chat ou un onglet questions. Donc, c'est Ouais. effectivement par là que ça va être beaucoup plus facile directement de questionner directement Charlotte. En fait, si on est tous avec la vidéo, on va avoir des problèmes de son, comme on a déjà eu. C'est pour ça que, tout simplement, ouais. Vous avez un petit onglet en bas à droite, effectivement, avec les questions. Mais puis Voilà. souvent, avec la caméra, J'arrive pas à le trouver. Je suis pas douée avec les ordis, c'est pas nouveau. Alors, juste en bas, directement avec marqué chat et questions. Voilà. Alors effectivement, je suis en train d'expliquer, enfin de demander un petit peu, bah, Virginie, explique-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Alors je suis désolé, tu es la seule qui a écrit, donc du coup, il faut bien qu'il y en ait une qui se lance. On est directement sur le chat. Je crois pas que tu es dans notre formation. Ah, en Haute-Savoie. Bon, c'est mon pays de cœur, donc du coup, tu as le droit de rester, Virginie. Voilà, Amandine, elle a réussi, parfait. Si jamais je me représente juste rapidement, parce qu'effectivement, je commence à être une habituée et certains suivent depuis les masterclass de début d'année. Je suis ambassadrice apéritif pour la société Pernod Ricard. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir sur Lillet, sur les apéritifs Suze et notamment Ricard avec la pastissologie. Et aujourd'hui, effectivement, on va voir un petit peu plus les jeans. Et alors, en final, j'ai un petit peu changé ma présentation parce qu'on a quand même pas mal de jeans. Et donc, je me suis dit, au lieu de se faire un focus uniquement sur Beefeater, on va voir rapidement en fait un petit peu chaque marque parce qu'on en a plusieurs. Et après, si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur chacune des marques, si je peux, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et juste pour petite... Oula, je commençais la présentation. Je pensais que j'avais remis un focus sur nos marques pour ceux qui n'étaient pas là sur les précédentes masterclass. Ah, t'as le droit, t'inquiète pas. Donc voilà, c'était pour vous refaire un petit état des lieux, effectivement, des marques Pernod Ricard France. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur le jean, donc Beefeater. Et on va faire un petit peu un tour du monde du jean, puisqu'on a aussi Plymouth qui vient d'Angleterre, Monkey 47 qui vient d'Allemagne, Malfi qui vient d'Italie, Kinobi qui vient du Japon, et puis Ungava et Seagram qui viennent des Amériques. Et on aura une petite surprise à la fin, si vous tenez jusqu'au bout de la masterclass.
Ah, ça, on aime bien les petites surprises. Donc, écoute, si tu veux qu'on commence, Bah écoute, du coup, je voulais me présenter aussi pour ceux qui me connaissent pas. Effectivement, alors je suis désolé Virginie, apparemment tu es dans notre formation. Désolé. Alors par contre aussi petite chose, alors si vous entendez du bruit autour de nous, je suis désolé, on est en travaux autour de chez nous. Alors ils sont de l'autre côté du bâtiment, mais on n'a quand même pas 3000 m², donc du coup vous entendrez peut-être un petit peu de bruit, je suis désolé. Alors du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, effectivement, donc je suis Fred, effectivement, donc le barman formateur de formationbarman.fr. Et effectivement, donc on travaille aussi régulièrement ensemble avec Charlotte pour de l'événementiel. Et bien sûr, j'utilise ces bons produits. Et d'ailleurs, je vois effectivement, tu vas nous parler peut-être un peu de Cedars ou pas du tout, Charlotte? si je vais essayer, si j'arrive à tenir sur le timing, Cedars est prévu sur la fin, sur la note sans alcool. Alors, je dis bonjour à Virginie, j'avais déjà dit bonjour à Virginie, bonjour Amandine. Amandine, bien sûr, il n'y a pas de problème, il y a aussi des barman passionnés. De toute façon, même nous, dans notre métier, on est des passionnés, donc il y a aucun problème. Alors, écoute, Charlotte, si tu veux qu'on commence, on commence. J'aime bien attendre une petite dizaine de minutes. Donc là, on est En à sachant 5 que de minutes. toute façon, ceux qui sont inscrits peuvent revoir le replay. Donc, à la rigueur, s'ils loupent le début, n'hésitez pas à regarder le replay si vous arrivez en cours de route. Ou si jamais vous êtes pressé par le temps, de regarder la fin de la présentation si vous n'avez pas l'occasion de rester avec nous jusqu'à la fin. Donc, comme l'a indiqué Fred, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Il me transmettra vos questions puisque moi, au final, sur mon écran, je ne vois que ma présentation. Donc, n'hésitez pas à interagir et si vous avez des questions. Et peut-être au fur et à mesure, moi, je vais présenter les produits. Vous aurez peut-être des questions à la fin de chaque présentation et on abordera pour chaque marque vos remarques. Je te les donnerai à chaque fois, t'inquiète, Charlotte. Donc, on va déjà commencer par une petite présentation rapide de l'histoire du gin, qui a surtout fait un boom à partir du XVIIe siècle, non pas en Angleterre comme beaucoup semblent le penser, mais d'abord en Hollande avec la boisson le Genever, qui est en fait l'ancêtre du gin. C'est lors de guerre que du coup les soldats anglais ont ramené effectivement l'idée de cette boisson de genièvre revenue du coup d'Hollande en Angleterre, et c'est comme ça qu'effectivement est né leur boisson, le gin, toujours à base de baie de genièvre et comme beaucoup de boissons à l'époque qui avaient des propriétés médicinales parce que effectivement c'était une plante avec certes des vertus médicinales. Après, ajouter à de l'alcool aujourd'hui, on ne peut bien évidemment plus parler de ça, mais à l'époque c'est ce qui faisait forcément le succès des boissons. Comme on en avait déjà parlé, l'absinthe, la fée verte chez nous en France, là, c'était effectivement le gin en Angleterre. Et du coup, le grand siècle et le grand succès des gins en Angleterre, ça a été du coup au XVIIIe siècle, avec ce qu'on appelle la période du gin crazy. En fait, la consommation était très forte, sachant que du coup, les gins étaient aux alentours de 40 degrés, voire plus. Chacun faisait sa propre recette familiale. Et c'est comme ça aussi que sont apparus sur le marché des gins frelatés, où on a pu voir effectivement des incidents sur la santé et notamment parfois des décès, et puis aussi une population un peu saoule à force de consommer du gin. Et c'est pour ça qu'une loi est venue réglementer la production de gin en 1751 et que pour fabriquer du gin, il fallait désormais obtenir une licence qui coûtait cher. Et donc, c'est comme ça que seules quelques familles ont pu poursuivre l'aventure et la production de gin en Angleterre. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître de nombreuses grandes marques qui existent encore aujourd'hui. Donc, pour les citer, donc, parmi elles, l'une des plus anciennes, c'est Gordon's en 1769. Qu'on va voir un peu plus en détail, c'est la plus vieille distillerie encore en activité à ce jour, c'est à Plymouth, avec le gin Plymouth en 1793. Puis viennent ensuite, aujourd'hui, qui se partagent aussi le trio de tête des marques les plus populaires dans le monde, Tanqueray, Beefeater, dont on va parler aussi, et Bombay, par exemple. Et puis des marques un peu plus récentes. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais que j'ai mis sur la carte, comme effectivement Hendrix, qui est au final aussi un gin qui maintenant, effectivement, a presque à 20 ans même, et depuis 2012, et effectivement le Monkey 47, dont on reviendra et dont on parlera un peu plus en détail. Donc après,
ces créations, effectivement, de grandes marques qui apparues entre le 18e et le 19e siècle. Le 20e siècle, ça a été le vrai engouement autour du jean, notamment dans les années 80 dans le monde, mais aussi en France, surtout dans l'univers de la nuit, surtout consommé, là encore, en gin tonic sur les clubbings, mais avec une réputation pas forcément très glorieuse, comme tout ce qui était à l'époque TGV, les gin, tequila, vodka, qui avaient surtout la réputation d'alcool de nuit, de boîte de nuit. Mais depuis maintenant plusieurs années, on voit réapparaître effectivement l'engouement autour du gin, une vraie dynamique dans le monde, mais également en France, avec du coup le grand retour du gin à travers notamment des marques phares comme le son Beefeater, mais avec aussi un fort engouement pour des marques premium, ultra premium, luxe, comme on le verra avec par exemple Kinobi ou encore un petit peu plus typé avec les jeans italiens Malfi par exemple. Donc voilà pourquoi effectivement c'était important aussi de faire une masterclass sur le jean, parce que c'est un produit qui est en forte dynamique et avec énormément d'acteurs sur le marché. Et on va en voir quelques-uns qui font partie effectivement du portefeuille Pernod Ricard. Juste pour revenir sur les différents types de jeans, on va retrouver le jean qui doit titrer à 37,5 degrés minimum, qui doit avoir une dominante en goût de baie de genièvre et éventuellement ou pas avec un ajout de sucre ou d'arômes, d'extrait. Et on a également le distill gin qui est aussi de plus en plus populaire ces dernières années, qui va être obtenu donc par distillation, là encore, majoritairement de baie de genièvre et d'autres plantes aromatiques, et suite à la distillation, dans lequel on va pouvoir rajouter effectivement des extraits ou des arômes après distillation. Donc, c'est le cas, par exemple, on a donné un exemple d'Hendrix qui rajoute des extraits, des arômes de rose et de concombre. On a aussi, on va le voir, un distill gin, nous, avec Beefeater, Blood Orange et Pink, dans lequel on rajoute des extraits de fraises, des extraits naturels de fraises ou encore d'orange sanguine. Donc là, on est sur un distill gin. Et en général, la catégorie qui était jusqu'alors la plus populaire, qui reste encore majoritairement la majorité des ventes, c'est le London Dry Gin. Le London Dry Gin, c'est pas un gin qui est produit forcément à Londres, quoique Beefeater, pour le coup, c'est encore le cas, mais c'est en fait, c'est pas une indication géographique protégée, mais c'est vraiment une recette, un type de recette. C'est en fait les ingrédients qui vont macérer ensemble et qui vont être distillés ensemble, et dans lequel, après distillation, on ne rajoute rien, hormis de l'eau et éventuellement une quantité de sucre, mais qui est infime, 0,1 g de sucre par litre, autant dire quasiment rien. Et c'est ce qui fait la signature des London Dry Gin. Donc le travail, il va vraiment être sur les botaniques que l'on sélectionne, puis ensuite sur la distillation et le cœur de la distillation qu'on va garder pour les gins. Mais du coup, nous, c'est vrai que la force avec la marque Beefeater, c'est qu'elle est encore aujourd'hui l'une des rares marques internationales à être encore produite au cœur même de Londres. Donc voilà un petit peu pour la petite différence entre les différents types de jeans. Et par exemple, vous pouvez tout à fait avoir, comme le Monkey 47, un jean qui vient effectivement d'Allemagne, mais qui en soi, au niveau de la recette, respecte la recette du London Dry Gin. Même si effectivement, en général, les bouteilles ne vont pas forcément indiquer la mention London Dry Gin si elles viennent d'ailleurs, parce que du coup, ça compliquerait un petit peu la compréhension des clients, des consommateurs qui ne savent pas forcément qu'un London Dry Gin n'est pas forcément fait à Londres, sauf en l'occurrence pour le Beefeater. Et du coup, Charlotte, en fait, moi, je croyais que tout simplement le dry gin, c'était juste sans sucre, en fait, directement. Et les autres, ils sont sucrés, en fait. Donc, c'est juste par rapport à cette recette. En fait, le dry gin, quand on utilise juste la mention dry gin, en théorie, on n'a effectivement pas de sucre rajouté. Mais en fait, la mention London Dry Gin, c'est aussi au niveau de la préparation. C'est-à-dire que les ingrédients, ils peuvent être de 3, 4, 5, voire 47, par exemple, pour le Monkey 47. C'est qu'ils aient macéré et qu'ils aient été distillés ensemble. Or, sur certaines recettes de gin, les ingrédients sont distillés séparément, puis assemblés après. Donc, en fait, c'est aussi une méthode d'élaboration, le London Dry Gin. Mais après, c'est vrai qu'on retrouve sur beaucoup, soit parce qu'effectivement, ils utilisent la recette du London Dry Gin, mais qu'ils ne préfèrent pas mettre London parce que, effectivement, s'ils viennent d'ailleurs, ce serait un peu bizarre pour le consommateur de voir le mot London. Soit parfois, ils n'utilisent pas la méthode du London Dry Gin. Et en fait, Dry Gin en soi, c'est pas vraiment très réglementé, hormis le fait effectivement de ne pas rajouter de sucre. Merci. Voilà, c'était pour refaire une petite clarification sur les différents types de jeans et on verra après sur chaque marque
qui est quoi. Et en attendant, effectivement, juste un petit rappel aussi sur les botaniques majoritairement utilisées, donc forcément obligatoires, les baies de genièvre, qui vont donner ces notes très caractéristiques de pin boisé. On va retrouver la coriandre en graines, du coup, qui va donner lui aussi des notes épicées et parfois un peu citronnées. Par exemple, nous, sur Beefeater, c'est de la coriandre très citronnée qu'on va essayer de sourcer pour correspondre à notre profil aromatique de gin Beefeater. On va retrouver également souvent des racines d'angélique qui vont donner des notes assez fraîches. Et enfin, les racines d'iris qui vont surtout servir de liant entre les différents ingrédients et de fixer justement fixer les parfums, les arômes. Et d'ailleurs, c'est la racine d'iris. Les racines d'iris sont aussi beaucoup utilisées dans la parfumerie pour justement, là encore, fixer les parfums. Après, voilà, il n'y a pas un minimum d'aromates qui sont obligatoires outre les baies de genièvre, mais c'est les principaux qu'on va retrouver dans la majorité des gins. Et après, vous avez une multitude de botaniques selon les recettes et on va voir qu'on en a pas mal de différents et c'est ce qui fait la caractéristique de chaque gin. C'est botanique, mais pas que. On va déjà commencer effectivement avec la marque Beefeater London Dry Gin. Est-ce que vous aviez des questions déjà par rapport peut-être à la partie histoire ou sur la partie Distilled Gin, London Dry Gin? Alors, écoute là-dessus. Donc leur méthode, je pense qu'on va le voir après. Et comment les distinguer, donc ça, on vient de le voir. Alors, après, c'est vraiment sur la confection, on va la voir ensemble, la confection du gin. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez le poser effectivement ou sur le chat. Amandine est en train de poser une question. Alors, on m'a dit avant, effectivement, est-ce que tu vas nous parler un petit peu du gin japonais? Oui, le Kinobi. Nous, Nickel. sur la marque Kinobi, on va en parler. Et écoute, on m'a posé une question aussi, avant que tu nous fasses effectivement l'ensemble. Quel est ton gin préféré, si tu oses le dire? J'aime bien le Malfy. Mais en fait, ça dépend vraiment de ce que je recherche en termes de profil aromatique sur le moment T. Après, j'aime bien le côté fruité du Malfy. Donc, ouais, là, comme ça, ouais, je dirais le Malfy. Mais après, c'est pareil, de préparer effectivement, enfin, pur ou en cocktail, c'est une question difficile, mais on va dire s'il faut une réponse Malfy. Ça reste quand même, c'était ma première idée en tête. Donc, mais après, parce que moi, j'aime bien le côté aussi fruité. Donc voilà, après, je suis moins sur le côté peut-être très complexe ou sur des gins qui sont un peu plus forts, je vais avoir un peu plus de mal à les déguster purs. Mais ça, après, c'est une question effectivement de goût et de couleur de chacun. C'est pour ça qu'on va en présenter plusieurs aujourd'hui. Et du coup, en parlant de dégustation, effectivement, est-ce que y a des gins qu'on peut boire sec en fait directement? Parce que moi, j'ai rarement des clients qui me demandent des gins secs en fait. C'est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de nos gins et qu'on va présenter qui se savourent, enfin qui peuvent se savourer purs. Historiquement, le gin tonic a été aussi populaire que le gin à l'époque, mais il y a des gins vraiment purs. Et là, j'en parlais, le Malfy, c'est assez intéressant à déguster. Alors toujours bien frais, pour pas sentir effectivement la puissance de l'alcool, surtout sur certains qui sont un petit peu plus puissants, mais si après vous avez le palais qui est pas trop agressé par l'alcool, si vous êtes habitué à boire des choses un peu fortes comme par exemple le whisky, on peut tout à fait déguster les gins sur glace. Après toujours bien frais, moi je recommande quand même le côté bien glacé versus les whiskies où il y a les puristes avec ou sans glace. Là moi je préconise quand même de les boire bien frais. Et du coup, on va voir lesquels. Oui. Au congélateur, au frigo? Après, oui, on peut les conserver au frigo. Enfin, j'avoue que moi, je ne les conserve pas au frigo. Je préfère mettre de la glace. Après, oui, peut-être, pourquoi pas. Enfin, je ne pense pas que ça altère le goût de les mettre au frigo. Mais c'est vrai que moi, je les conserve dans mon bar, pour le coup, là, à température ambiante. Donc, oui, je ne sais pas si ça altère au final de le mettre au frigo. Et je pense qu'en tout cas, de ne pas le conserver au frais, ce n'est pas une problématique, puisque les gins titrent à minimum à 37,5. Donc, normalement, il n'y a pas d'altération, surtout s'ils ne sont pas explosés en pleine lumière.
Ouais. Ouais, On mais va voir que justement, il y a des jeans dans tout ce que je vais vous présenter qui sont quand même assez intéressants à déguster d'abord pur. Après, effectivement, si on est un peu sensible au niveau de l'alcool, c'est toujours mieux de l'allonger avec un tonic. Donc, pour revenir effectivement rapidement à l'histoire du Beefeater, sauf s'il y avait d'autres questions, mais on y répondra peut-être au fur et à mesure en fonction des marques. ouais, c'est ça, effectivement, comme dit, il y a des questions, mais derrière, je pense que tu vas en parler derrière. Donc, pour l'histoire de Beefeater, en fait, c'est la distillerie de Chelsea où tout a démarré en 1820, qui a ensuite été rachetée par James Burrow. Et c'est lui, du coup, qui va être à l'initiative de la recette qu'on connaît aujourd'hui du Beefeater, donc qui apparaît effectivement en 1876, pardon, avec du coup le Beefeater qui signifie littéralement mangeur de bœuf, puisqu'en fait, ça représente les gardiens de la Tour de Londres. C'est toujours encore l'effigie de ce petit bonhomme qui trône sur notre bouteille et le nom qui signifie effectivement mangeur de viande. C'était le surnom qu'on leur donnait parce qu'ils avaient une ration quotidienne de bœuf qu'on leur donnait en repas. Et donc, c'est pour ça que le nom et l'emblème de ces Beefeaters est repris sur notre bouteille. Donc, le produit a été effectivement, ce gin a été très, très popularisé en Angleterre, tout d'abord, mais c'est aussi un gin qui s'est fortement exporté et qui a connu effectivement un grand succès aux États-Unis, puisque en 1963, une centaine d'années presque après sa création, 3/4 des bouteilles de gin qui étaient exportées aux États-Unis, c'était du Beefeater. Donc, un gros succès à l'international. Et encore aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça fait partie des marques internationales qui font partie du trio de tête des marques les plus vendues et les plus connues au monde. Et d'ailleurs, petite information, le gin Beefeater, c'est encore aujourd'hui le gin le plus récompensé au monde. Donc, des dégustations à l'aveugle, des concours que l'on fait plus ou moins chaque année. Plus récemment, en 2020, c'est certain, je ne m'étais pas renseignée en 2021 si on avait participé à des concours, mais en 2020, c'est certain, on avait fait des compétitions et on avait remporté des prix, que ce soit sur le Beefeater classique ou nos nouveautés dont on va parler, Beefeater 24 et les Beefeater fruités. Ça reste le gin le plus récompensé au monde et ce n'est pas un titre marketing ou autre. On a vraiment derrière une multitude de récompenses. Alors certes, parce qu'on est l'un des gins les plus anciens, mais encore récemment, je vous le disais, en 2020, on a encore reçu de nombreuses médailles. Et donc, c'est en 2005 que le gin Beefeater a été racheté. Et en 2008, on a commencé effectivement à sortir des innovations autour de la marque Beefeater pour rester dans la tendance et justement entrer dans l'engouement des jeans ultra premium avec la création de Beefeater 24 par notre maître distillateur Desmond Payne, qui fait partie aussi du succès de la marque ces dernières années et qui ensuite a lancé aussi de nouvelles références, notamment les fruités dont on va parler ou encore le London Garden. Donc, Desmond Payne, j'en parle parce qu'effectivement, c'est un maître distillateur qui est l'un des plus expérimentés dans son domaine, qui a plus de 50 ans d'expérience en distillerie et qui travaille depuis maintenant plus de 25 ans à la distillerie Beefeater et qui a été d'ailleurs reconnu par ses pairs lors d'une récompense. Donc, c'est aussi un personnage emblématique de la maison Beefeater qui fait rayonner la marque à l'international pour justement son expertise. Et donc, on va parler effectivement du Beefeater London Dry Gin, le classique, le pilier de la gamme, qui est la référence des jeans chez nous, et du coup, qui va avoir un profil, on va le voir, plutôt sur les notes d'agrumes, d'orange et de citron, avec un profil assez amer. Et donc, au niveau de l'élaboration, parce qu'il y avait des questions là-dessus, en fait, le Beefeater, tous les Beefeaters, que ce soit le classique, le 24 ou même les fruités ou le London Garden, sont macérés 9 ingrédients pendant 24 heures. Donc, les 9 ingrédients de base pour le Beefeater classique, on va retrouver les classiques, comme on l'a dit précédemment, les genièvres, la coriandre, l'angélique. On va retrouver des racines de réglisse et des amandes qui va lui donner justement ce côté très amer. Et également la signature de la maison Beefeater, qui est ce profil citronné, agrumes, qu'on va retrouver avec les écorces de citron et les oranges de Séville, donc des agrumes majoritairement sourcés en Espagne, qui vont être pelés à la main et séchés au soleil. Et donc, on va mettre ces 9 ingrédients ensemble pour respecter justement la London Dry Gin recette et pendant 24 heures de macération. Donc, 24 heures de macération, ça, c'est le choix de la maison de Beefeater de faire macérer ces ingrédients ensemble pendant 24 heures. Après, on verra, chaque maison a son propre mode d'élaboration. Mais nous, tous nos gins Beefeater sont macérés 24 heures.
puis distillés dans des alambics en cuivre. Donc, il faut savoir que si vous avez l'occasion, la maison Beefeater est ouverte aux visites à Londres. Ça se situe encore au cœur même de Londres, comme je le disais, pas très loin, à 20 minutes, on va dire, de Buckingham Palace. Donc, je vous invite vraiment à faire cette visite. Elle est très, très ludique parce que vous avez toute une partie historique où sont reconstituées les ruelles de l'époque à Londres et la partie, effectivement, avec les alambics en cuivre que vous pouvez voir et qui, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, ne sont pas si nombreux puisqu'on possède 5 ou 6 alambics en cuivre à la distillerie pour produire, du coup, ces millions et ces millions de bouteilles de Beefeater. On a aussi un alambic qui est exclusivement réservé au Beefeater 24 et un autre réservé, effectivement, au London Garden. Donc, ensuite, c'est les maîtres de chai, donc en l'occurrence, le maître distillateur Desmond Payne, accompagné de 3 autres distillateurs, puisque du coup, c'est un roulement, puisque la distillerie fonctionne 5 jours sur 7, 24 sur 24, les 5 jours où elle est ouverte, pour justement faire les rotations avec les macérations et pouvoir les mettre en distillation. Et au final, sur le site, avec l'équipe qui s'occupe aussi de la partie musée, vous avez une dizaine d'employés. Donc, Beefeater, ça reste effectivement un gin international, mais avec une petite équipe. Et on est assez surpris quand on va effectivement à la distillerie de voir que ce n'est pas une immense structure, une usine un peu comme Charlie la chocolaterie. Non, ça reste quand même un gin, on peut le dire, artisanal, oui, qui fait des millions de bouteilles, mais qui derrière, au niveau, par exemple, du pesage des ingrédients, c'est encore sur la machine traditionnelle que vous pourrez avoir l'occasion de voir si vous allez effectivement à Londres, mais c'est encore une vieille machine à peser les ingrédients qui est utilisée, et ça, c'est le savoir-faire ancestral de Beefeater depuis justement sa création. Et donc, je le disais, les notes du Beefeater, c'est principalement autour, effectivement, du côté très amer et du côté agrume. Et le Perfect Serve, le service parfait du Beefeater. Alors, on va toujours effectivement associer gin, tonic. Après, vous avez maintenant une multitude de toniques à votre disposition. Ça vient de plus en plus en France et de nouvelles marques se sont lancées ces dernières années. Nous, ce qu'on conseille surtout, c'est au niveau du garnish pour respecter effectivement le profil aromatique de Beefeater. C'est la rondelle d'agrumes, donc orange ou citron, voire même pamplemousse. Là, libre à vous, mais le garnish qu'on préconise, ça va être plus le côté agrumes que tout simplement, parfois, on met des baies de genièvre, pourquoi pas. Mais par exemple, le concombre, non, pas pour le Beefeater. On va préférer effectivement vraiment le côté agrumes pour faire ressortir les parfums du Beefeater. J'avais oublié de le préciser, prix de vente conseillé au niveau du Beefeater 70 centilitres qu'on trouve en grand magasin. On est aux alentours de 16 € la bouteille, plus ou moins, selon la guerre des prix. Et on va passer maintenant à un autre que vous retrouvez en grand magasin lui aussi depuis quelques années maintenant, les versions fruitées qui apportent des références un peu plus gourmandes, qui viennent effectivement apporter une nouveauté dans le milieu des gins pour justement ceux qui sont un petit peu des fois dérangés par ce côté amer, qui est quand même à la base le principe du gin, mais justement pour faire découvrir la catégorie de manière un petit peu pas à pas, on sort ces versions fruitées, et donc ces dernières années, la version pink aux extraits naturels de fraises ou la version encore bleu d'orange à l'orange sanguine. Mais sur le marché international, on a vraiment un développement de ces gammes fruitées, que ce soit à la pêche, encore récemment aux zestes de citron frais. On a une multitude de possibilités avec la gamme fruitée et qui marche bien et qui répond au final à l'attente des consommateurs. Et là, on sera sur des distilled gin, puisqu'on rajoute effectivement ces extraits naturels de fruits et qu'on rajoute aussi un petit peu de sucre. Pour nos références, environ, excusez-moi, je sors d'une petite grippe, pour la version sucrée, enfin le sucre qu'on rajoute dans ces références, on est environ à 4 grammes de sucre par litre, donc plus qu'un London Dry, comme on le disait. Et au niveau prix, on est aux alentours de 18 € la bouteille pour 37,5 degrés d'alcool. Et ils mettent un peu de colorant quand même pour la couleur ou Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance pour la couleur. Après, je me demande si ce n'est pas les extraits, c'est pas des extraits et des jus qui apportent effectivement cette couleur. Faudrait que je me renseigne. C'est vrai que sur la partie colorant, pour moi, c'était naturel, mais faudra que je me renseigne. En tout cas, effectivement, les extraits sont des extraits naturels de fruits. C'est pas des arômes chimiques, mais il faudra que je me renseigne pour la couleur. Et écoute, j'ai jamais vu ça. Ça se trouve où?
Grand magasin, en général, c'est des références qui là, effectivement, ont été développées parce que justement, facile à travailler. Vous rajoutez là encore du tonic ou de la limonade. C'était aussi le côté facile à préparer à la maison son gin tonic en ayant justement des parfums un petit peu originaux qui changent. On est bien d'accord des traditionnels jeans, mais qui répondent aussi à ce que souhaitent aussi les consommateurs. Et donc, oui, vous pouvez le retrouver en grand magasin aux alentours de 18 euros. Pour parler en Alsace, normalement, il y en a à Leclerc. Il me semble qu'il y en a aussi à Auchan, sur Ilkirch. Donc, voilà, pour vous donner, normalement, dans la plupart des grandes enseignes, Carrefour, les grands Carrefour, forcément, il y en a aussi. Alors nous, les professionnels, on n'a pas le droit d'acheter un marron chez Leclerc et tout et tout. En théorie, si, mais il faut une facture. Oui. Faut faire établir une facture, mais en théorie, si vous pouvez. Et maintenant, on sait qu'il y en a qui passent ce qu'on appelle par le marché parallèle, le marché de la grande distribution. Nous, après, peu importe, du moment qu'on se fournit de nos marques, on est content. Mais là où ça va être plus compliqué, c'est sur les références dont on va parler ici, c'est-à-dire le Beefeater 24 et le Beefeater London Garden. Là, pour le coup, on va être sur des références qui sont uniquement réservées aux CHR et aux cavistes. Donc, CHR, un café, hôtel, restaurant. Et là, le Beefeater 24, on en parlait tout à l'heure, c'est vraiment la référence ultra premium de Beefeater, en sachant que donc, la boisson titre à 45 degrés et aux alentours de 35 euros en prix de revente si vous la recherchez, par exemple, sur la plateforme Drinks & Co. Drinks & Co, c'est une plateforme où vous pourrez normalement retrouver tous les jeans dont je vais vous parler aujourd'hui, qui a une boutique à Paris, si jamais vous êtes sur Paris, ou sinon, vous pouvez commander directement sur Internet. Donc, à prix caviste, on est aux alentours, effectivement, de 35 euros. Et donc, pour la petite histoire du Beefeater 24, c'est Desmond Payne, comme je vous le disais, qui a créé cette recette et en fait, qui s'est inspiré d'un voyage au Japon où le tonic, justement, a été réglementé parce que la quinine que ça contient est souvent a des propriétés médicinales et un petit peu, justement, régie au niveau médicinal. Et donc, en fait, là-bas, ils boivent surtout leur gin avec du thé. Et donc, c'est comme ça que Desmond Payne a eu l'idée, effectivement, de pimper le Beefeater classique en rajoutant 3 ingrédients phares, donc le thé vert chinois, le thé sencha du Japon et des écorces de pamplemousse. Et c'est comme ça qu'est né effectivement le Beefeater 24. Donc le nom Beefeater 24 fait référence aux 24 heures de macération du Beefeater. Mais comme je vous l'ai dit, tous les Beefeaters ont une macération de 24 heures. Mais là, c'était pour remettre en avant effectivement le 24. Mais ce qui est vraiment propre à celui-ci, c'est l'ingrédient de 3 ingrédients supplémentaires et notamment les notes de thé qui dominent. Donc c'est pas comme d'autres où en fait ils mettent le nombre de composants à l'intérieur. Non, contrairement à Monkey 47, Monkey 47, oui, c'est bien le cas. Là, Beefeater 24, ça signifie 24 heures de macération. Mais comme dit, c'est propre à tous les Beefeaters. Donc après, pourquoi le nom de ce 24 spécifiquement pour cette référence ? En tout cas, là, ce qui est la particularité et ce que vous savez maintenant, c'est que le Beefeater 24, ce qu'il a de différent par rapport au Beefeater classique, c'est la sélection de 3 ingrédients supplémentaires en plus de la recette d'origine, avec du coup des qualités de thé vert et de thé sencha de qualité haute. Et l'écorce, pareil, de pamplemousse, ça va être une écorce là aussi séchée au soleil, récoltée à la main et séchée au soleil, et qui reste toujours dans le profil aromatique agrume du Beefeater. Et du coup, en fait, quand vous dites macération, c'est pas toutes les plantes ensemble, en fait. Si. Là, du coup, nous, pour la recette, en tout cas du Beefeater, toutes les plantes sont macérées ensemble. Donc, il n'y a pas de panier, en fait, comme d'autres. Pas pour le Beefeater, non. Pas pour le Beefeater, pas pour le Beefeater 24, enfin, pas pour la gamme Beefeater. On verra qu'après, c'est le cas pour d'autres jeans, notamment Malfi ou encore Monkey 47. Ok. Et donc, au niveau du cocktail signature du service parfait du Beefeater 24, alors toujours avec du tonic et idéalement en garniche, une tranche de pamplemousse pour faire un rappel au pamplemousse qui est contenu dans le Beefeater 24. Et après, on a une idée de recette aussi, un peu version spritz avec du coup la version un peu plus premium. À la place d'un vermouth classique, on va utiliser notre magnifique lillet blanc et du champagne en guise d'adjuvant. Idéalement, moi, je conseille du Moum ou du Perrier-Jouët parce que ça fait partie aussi de la maison Pernod Ricard. Donc voilà pour une petite idée de cocktail. Mais le garnish, là encore, on table plus sur le côté agrume avec le pamplemousse qui est déjà présent dans le Beefeater 24. Le Beefeater London Garden, qui est aussi une référence qui est réservée au CHR et au cavistes, qui s'attelle aussi un peu comme le Beefeater 24, un petit peu plus à l'univers de la mixologie.
Et du coup, comme dit précédemment, le Beefeater 24, ça a aussi l'intérêt de le déguster pur. Mais là encore, on est sur 45 degrés. Donc, il faut avoir aussi des palais qui soient habitués à la puissance de l'alcool. Mais le Beefeater 24 est aussi intéressant à déguster pur. Le London Garden, pardon, excusez-moi. Pareil, hein, on est sur une référence qui est travaillée autour du côté mixologie. On est aux alentours de 30 € les 70 centilitres. On reste là encore sur un London Dry Gin, hein, distilled in London d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la bouteille, et qui titre à 40 degrés. Et la spécificité et l'histoire en fait du London Garden, ça s'inspire en fait des jardins botaniques de Chelsea. On a vu que Chelsea, c'était l'ancienne distillerie où était le Beefeater, puisque le Beefeater aujourd'hui est à Montfort Place. C'est là où Montfort Place, si vous tapez sur une carte, vous pouvez voir que c'est à 20 minutes de Buckingham Palace. C'est là aujourd'hui que la distillerie se trouve. Mais historiquement, elle se trouvait à Chelsea et c'est pour ça qu'effectivement, Desmond Payne a créé le London Garden. C'est pour faire un lien effectivement avec ce fameux jardin botanique qui a eu environ 2000 plantes différentes dans ce jardin botanique, notamment des plantes alpines et deux plantes qui ont effectivement attiré notre maître distillateur et qui continuent effectivement à rester sur le profil agrumes et citronné du Beefeater avec du coup de la verveine citronnée et du thym qui provient du coup du jardin de botanique de Chelsea. Donc en fait, on rajoute encore une fois les 9 ingrédients du Beefeater Dry classique, hein, du Beefeater Dry Gin, et on rajoute effectivement 2 ingrédients qui vont donner un côté un petit peu plus végétal à notre London Garden. D'où d'ailleurs le nom de London Garden, puisqu'effectivement ça vient des jardins de Londres, de Chelsea précisément. Et avec effectivement en mode perfect serve, un garnish citron jaune et du thym idéalement. Voilà un petit peu pour la gamme. Comment ? Il y a César, il l'avait au bar à l'époque au douanier, non ? Je l'avais goûté chez lui. Il me semble qu'ils l'ont au douanier, oui, à Strasbourg, bar à cocktail. Ils l'ont aussi au Moonshiner, le bar le speakeasy caché au Galopin. Excusez-moi. Après, comme c'est pas moi forcément la chef du secteur à Strasbourg, je ne sais pas tous les lieux où on le retrouve, mais c'est une référence effectivement exclusivement réservée CHR ou caviste. Et principalement CHR, puisque effectivement, il se travaille beaucoup en mode cocktail. Après, cette référence-là, ce qui est assez sympa, par exemple, avec un tonic au sureau, par exemple, le Fever Tree et Elderflower, méditerranéen aussi, ça fonctionne bien. Vous pouvez aussi le marier avec justement des fruits du verger, donc comme du jus de pomme, avec d'autres alcools au profil herbacé, comme de la suze, de l'absinthe, de la chartreuse, ou encore même du ricard. Donc après, voilà, c'est le côté profil aromatique végétal qu'on va retrouver. Et d'ailleurs, justement, comme on parle de profil aromatique, vous avez encore une petite recette, hein, n'hésitez pas, si je ne reste pas longtemps assez dessus, à faire des captures d'écran lorsque vous serez en replay. On a fait un profil, une roue des profils aromatiques selon les jeans. Et là, on voit effectivement que Beefeater 24, on est vraiment sur le côté agrumes, zeste. Sur le Beefeater London Garden, on est plus sur le profil végétal et on vous a mis aussi quelques autres références, y compris d'autres maisons concurrentes comme Bombay qui va être sur le côté plus épicé, Tanqueray qui a peu d'ingrédients et qui va vraiment être sur le côté boisé, genièvre. Et donc voilà, ça vous donne un peu aussi une visualisation d'où se classifie effectivement Beefeater sur le côté plus agrumes, zesté, mais on va voir que dans un instant, le Plymouth est aussi un petit peu sur ce même profil, mais avec un côté un petit peu plus boisé et les baies de genièvre un petit peu plus présentes. Est-ce que sur Beefeater, vous aviez des questions avant qu'on voyage vers le port de Plymouth ? Écoute, moi, j'ai rien noté effectivement sur les diverses questions qu'on avait. Ah, hop. Alors, est-ce que tu le verrais effectivement avec du kombucha matché au gingembre ? Ah oui, avec de la ginger beer, maintenant, ce qui est très à la mode, les London Mule. Forcément, avec le profil végétal du London Garden, oui, tout à fait. Ouais, kombucha aussi. Hein. Amandine, je peux te le confirmer. Hein, j'ai déjà fait plusieurs tests. Moi, je n'avais pas fait le test. J'étais en train de me poser la question, mais je pense que le profil un peu fermenté comme ça, avec le côté végétal, après, on peut tout à fait aussi convenir avec du Beefeater classique, mais je pense que le match avec du London Garden est encore plus intéressant.
J'avais fait effectivement test avec du verjus aussi. Verjus, Oui. génial. Oui, ouais, avec le verjus qui apporte un. J'avais une multitude de recettes, hein, mais comme dit, après, les recettes, vous pouvez normalement en retrouver une bonne partie sur l'Instagram de Beefeater, même le site internet de Beefeater de manière globale. Vous avez même un Instagram spécifique sur le Beefeater 24. Donc après, les recettes, c'est voilà, il y a autant de recettes que d'idées, que d'ingrédients. Donc là, je vous ai donné surtout les perfect serves et les garnishes à servir avec normalement le Beefeater. Mais après, au niveau des multitudes de recettes, c'est selon votre inspiration et ce que vous avez effectivement dans les placards. Je rebondis juste sur Amandine, ce qu'elle dit, bien sûr, le kombucha. Par contre, avec citron jaune. Sinon, ça va déséquilibrer l'ensemble, en fait. Par rapport à du citron vert, tu voulais dire Oui, bah, elle disait en fait pas ginger beer, mais plutôt kombucha. C'est pas pareil. Oui, oui, tout à fait. Amandine, j'avais bien fait le kombucha. Après, ginger beer, ça marche. Enfin, pour le coup, pour l'avoir testé, ça marche bien aussi avec. Ça marche avec le Beefeater classique, mais le London Garden, du coup, avec Fever Tree majoritairement, le ginger beer qui est assez puissant et assez épicé, franchement, c'est pas mal. Et on ressent un petit peu plus justement les notes végétales dans le London Garden. Après, voilà, je pense que l'on a en main. Donc Plymouth, aussi rapidement, pour évoquer un petit peu l'histoire. Donc c'est, on l'a dit, hein, la plus vieille distillerie de gin qui est encore en activité à ce jour, qui est encore d'ailleurs, comme Beefeater, qui est ouverte au public, si vous avez l'occasion de voyager sur le port de Plymouth. Et du coup, pour l'histoire, c'était le Plymouth, le gin officiel de la British Royal Navy, puisqu'effectivement, ils accostaient souvent à ce niveau-là, et c'était du coup le gin de référence. Et on va voir qu'après, il y a même une référence spécifique maintenant, les Gin Navy Strain, qui font référence à la British Royal Navy, et on verra pourquoi. Et sinon, au niveau du degré, très précis, hein, depuis toujours, 41,2 degrés d'alcool dans le Plymouth. Alors, il est un peu plus fort, par exemple, que le Beefeater classique, mais on va avoir un petit peu plus de rondeur, de douceur, parce que, on le verra dans les ingrédients, c'est principalement c'est que des oranges douces qui sont utilisées pour la recette, et une petite touche de cardamome qui va aussi le placer sur le profil un petit peu plus épicé également. Et donc, du coup, un seul et unique alambic en cuivre depuis 1855 qui est utilisé pour faire les milliers et les millions de bouteilles de Plymouth qui sont distribuées à l'international, parce que, comme vous pouvez le voir au niveau de l'élaboration, c'est un maître distillateur qui est présent. Auparavant, c'était d'ailleurs Desmond Maid, le maître distillateur de la maison Plymouth. Aujourd'hui, c'est Sean Harrison, et une équipe de 4 personnes, donc ils sont 4 ou 5, je ne sais plus si dans les 4 personnes, il compte Sean Harrison, mais c'est une toute petite équipe, là encore, qui produit un gin, là encore artisanal, parce qu'au final, vous me demandiez les techniques d'élaboration. Un gin, au final, c'est de la macération, un temps plus ou moins long selon les recettes. Là, en l'occurrence, pour le Plymouth, il n'y a pas de temps de macération. On mélange les ingrédients ensemble, les 7 plantes aromatiques ensemble, et on va les passer directement en distillation. Donc là encore, c'est une recette différente. On est toujours dans la recette entre guillemets du London Dry Gin, puisqu'on fait distiller les ingrédients ensemble. Mais du coup là, on n'est pas sur une macération longue, hein. On met les ingrédients dans l'alcool et on envoie pour distillation. Et donc là encore, 4 personnes seulement, mais parce qu'au final, c'est la distillation qui va tout faire. Et après, c'est le savoir-faire des hommes et des femmes, bien évidemment, de la maison, qui vont effectivement prendre le cœur du distillat et savoir l'arrêter à temps pour avoir vraiment la quintessence des arômes du gin Plymouth, mais d'autres gins. Et c'est pour ça que c'est assez simple et qu'on voit apparaître aussi sur le marché français de plus en plus des gins français et aussi artisanaux, parce qu'au final, une fois qu'on a un alambic, comme dit, hein, avec un seul alambic en cuivre comme le Plymouth, on peut réaliser quand même malgré tout des milliers et des millions de bouteilles. Donc après, c'est plus une question logistique pour avoir l'embouteillage, mais en soi, le gin, c'est assez facile à faire une fois qu'on a les bons ingrédients et la bonne recette et le processus qui va à la recette. Mais t'en fais dans ton garage ou quoi? Moi, j'en fais pas dans mon garage.
J'en fais pas dans mon garage parce qu'effectivement, comme tout pays, chacun a ses règles et en général les procédures hygiène et autres. Mais c'est pour ça qu'on voit apparaître de plus en plus des jeans artisanaux. Après, ce qui explique la différence, c'est plus les recettes et les plantes. Mais des fois, effectivement, on n'a pas aussi la même économie d'échelle. Forcément que le prix, là, on va y venir juste après, le prix que ce soit d'un beefeater ou d'un Plymouth, malgré le fait qu'il est fait de manière artisanale, puisqu'on utilise de base uniquement des alambics, du coup, c'est après, effectivement, les frais logistiques ou autres qui vont être forcément impactés par la multiplicité du volume qui fait qu'on va avoir effectivement des économies, ce qu'on appelle des économies d'échelle, versus des petites marques de niche qui se lancent et qui n'ont pas effectivement les mêmes facilités d'accès à tel ou tel marché. Par exemple, les grands magasins où derrière, on doit effectivement avoir beaucoup de volume, mais on le voit, le volume, c'est pas tant la problématique, c'est après la problématique du stockage et de l'envoi vers tel ou tel pays, par exemple. Et c'est quoi comme base d'alcool, en fait, tu sais? En général, alors pour ce communiqué avant, c'est des alcools neutres de grains. Majoritairement, c'est principalement des alcools neutres de grains. On communique pas trop là-dessus. Sur Monkey 47, je crois qu'on communique sur le côté betterave. Et sur le Kinobi, on va le voir, c'est sur de l'alcool de riz. Mais sinon, de manière globale, sur l'alcool neutre, on communique pas plus que ça, que ce soit sur la majorité de nos jeans, parce que l'idée, c'est de toute façon de trouver un alcool neutre pour après mettre en avant le cœur des plantes, quoi. D'accord. Donc, vous travaillez vraiment sur les plantes plus que sur la base première, quoi. La base première, le fait étant un grand groupe, on va forcément se fournir et avoir un sourcing au niveau qualité. On l'avait dit la dernière fois sur l'alcool, par exemple, qu'on utilise pour le Ricard. On est l'un des plus exigeants dans notre alcool neutre sur fin à 97%. On est l'un des plus exigeants. Après, je ne sais pas effectivement en détail pour chaque maison de gin, mais je pense qu'on doit avoir effectivement une espèce de globalisation sur nos fournisseurs effectivement d'alcool neutre. Non, c'était pas négatif du tout. Oui, mais c'est pour ça que je dis ça, parce que forcément, là aussi, ça fait partie des économies d'échelle. Le fait d'avoir plusieurs maisons et plusieurs marques, c'est qu'à un moment, on va pouvoir aussi se sourcer en termes de qualité, mais aussi en termes de prix sur de l'alcool neutre, d'une qualité supérieure, mais du coup avec des prix qui sont plus intéressants, puisque forcément, on fournit des millions et des millions de bouteilles. Donc là aussi, ça explique des fois la différence de prix avec des jeans plus locaux, mais qui sont des fois beaucoup plus chers. Ce n'est pas une histoire de qualité, parce que la qualité, elle est aussi très haute, que ce soit pour un beefeater ou un Plymouth. Après, ce qui va expliquer la différence de prix, c'est parfois la rareté des ingrédients ou encore, effectivement, ces fameuses économies d'échelle. Et donc, pour revenir à notre sujet sur Plymouth et la gamme de 3 produits qu'on retrouve, on va retrouver l'original dont j'ai parlé et on va retrouver le Navy Strain dont je vous parlais juste avant, qui, en fait, pour la petite histoire, est le même jean, mais à 57 degrés, qui, en fait, pour la British Royal Navy, titrait justement à ce degré-là, parce que c'est à ce degré-là que la poudre, en fait, à canon, pouvait encore exploser. Ce qui n'aurait pas été le cas avec un jean en deçà de 57 degrés. Et c'est pour ça, du coup, que quand la British Royal Navy embarquait du jean, il fallait que ce soit un jean qui soit plus fort en degré d'alcool pour que, en cas d'accident, en cas de casse et que la poudre à canon se retrouve imbibée de jean, et du coup, qu'elle puisse encore effectivement s'enflammer avec ce degré d'alcool. Et c'est pour ça d'ailleurs que on retrouve d'autres marques de jeans avec la mention Navy Strain qui fait référence effectivement à un degré d'alcool plus fort, parce que aussi les arômes, les parfums avec un degré d'alcool plus fort sont normalement un peu plus exaltés. Mais là encore, le fait est qu'il ne faut pas avoir peur effectivement des 57 et de la puissance d'alcool, puisqu'effectivement, on va plus sentir la complexité de certaines plantes à des niveaux d'alcool plus élevés, mais du coup, encore faut-il passer outre ce côté assez puissant en bouche. Et enfin, effectivement, on a le Plymouth Slow Gin, alors qui, pour le coup, les Slow Gin ne sont pas vraiment des gins, sont en fait des liqueurs à base de gin, donc là, à base de gin Plymouth, auquel on rajoute effectivement une liqueur de prunelle. Donc, on va avoir vraiment une liqueur fruitée, sucrée, avec une base, certes, gin d'amertume. Comment ? Non. Ah, j'ai cru qu'il y avait… Non, parce que peut-être, faites attention si vous avez vos micros qui sont ouverts, des fois, ça fait écho, hein. Donc, c'est pour ça où j'entends peut-être des gens qui parlent. Donc, n'hésitez pas à couper vos micros pour éviter de faire des
de l'écho. Des interférences. Voilà, des interférences. Mais après, donc, oui, c'était je dans disais ta tête aussi, Charlotte. Hein. Comment? C'était dans ta tête aussi. Hein. Peut-être. C'est les moines de Plymouth qui me parlent. Du coup, oui, je disais les slow gin, donc c'est bien une liqueur de gin et qui, pour le coup, a des notes vraiment intéressantes et qui peut aussi très, très bien se marier avec du tonic et du coup, qui va être plus douce puisqu'on est là sur 26 degrés d'alcool. Et donc, vous voyez, hein, au niveau du Plymouth, on est en prix de vente conseillé aux alentours de 28 €, en sachant que là encore, c'est un produit qu'on ne trouve qu'en café, hôtel, restaurant ou chez caviste. Ce n'est pas un produit qu'on trouve en grand magasin. Et pourquoi le Plymouth est aussi connu? Parce que vous l'avez vu, bon, il a quelques petites caractéristiques et le fait qu'il soit aussi très ancien, mais il est aussi très populaire au niveau du milieu de la mixologie parce que c'est le gin le plus cité dans l'incontournable Savoie Cocktail Book, qui est une référence, qui est un peu la bible du cocktail de base, et c'est le gin qui est le plus cité et aussi qui est le gin de référence du fameux cocktail Dry Martini. Donc en théorie, un vrai Dry Martini est avec du Plymouth. Bien évidemment, avec la multitude de gins aujourd'hui qu'on a, on peut le pimper selon, mais historiquement, c'est aussi ça qui a fait la popularité du Plymouth, c'est le fait, au-delà de la British Royal Navy qui était assez fan, c'était effectivement aussi le côté mixologie qu'il utilisait beaucoup dans les cocktails. Et on sait qu'en plus, l'Angleterre était aussi une vraie capitale, un vrai pays qui représentait bien le monde de la mixologie et où sont nés de nombreux cocktails de l'époque. Et des incontournables encore aujourd'hui depuis, qui perdurent. On l'a vu tout à l'heure, hein, le profil effectivement de Plymouth, on est là encore sur le côté agrume, mais ce qui domine forcément, c'est l'orange douce. On l'a vu tout à l'heure, enfin je ne l'ai pas redit à l'oral, mais on retrouve de l'orange douce qui va faire aussi la signature de la maison, et ces gousses de cardamome qui sont assez particulières, et pour le coup, la cardamome, on ne va pas retrouver dans beaucoup d'autres gins. Thank you. Si vous avez des questions sur la maison Plymouth avant de passer toujours en Europe, mais en Allemagne, le prochain voyage. C'est bien, on reste à côté de chez nous. Ouais, pour les Strasbourgeois. Pour les Strasbourgeois, d'ailleurs, là encore, c'est ouvert à la visite. Alors, en anglais ou en allemand, hein, pas en français. Mais du coup, vous pouvez tout à fait visiter la distillerie de Monkey 47. Après, c'est pas très grand, hein, c'est tout petit. Vous allez vite faire le tour avec la présentation que je vais vous faire. Donc là, vous voyez, hein, on le disait tout à l'heure, au final, le Monkey 47, ça suit la recette du London Dry Gin. Mais bien évidemment, ils n'ont pas repris London Dry Gin, puisqu'il est fait en Allemagne. Ils ont repris le terme de Schwarzwald Dry Gin. Alors, désolé si je l'ai écorché, ce qui veut tout simplement dire forêt noire. C'est là où est fabriqué effectivement le Monkey 47. Donc l'histoire est à la fois longue et à la fois récente. C'est Alexander Stein qui a repris effectivement l'ébauche d'une ancienne recette. Et en fait, pour la petite histoire, c'était Montgomery Collins, un Britannique expatrié en Allemagne, qui pendant la guerre a reconstruit effectivement par exemple le zoo de Berlin. Et c'est là qu'il s'est attaché à un petit singe dans ce zoo qu'il a appelé Max, le singe. Et donc c'est aussi pour ça que la marque s'appelle Monkey. Ils ont repris cette histoire pour nommer la marque. Et du coup, ce Britannique expatrié s'est rapatrié pour le coup en Allemagne, après le zoo de Berlin, s'est rapatrié en forêt noire. Et comme tout bon Britannique, a commencé aussi à faire son gin, puisque la forêt noire était très pourvue en baie de Genièvre. Et il a commencé à ébaucher effectivement une recette avec justement des aromatiques qui étaient locales et qui venaient de la forêt noire. Et c'est comme ça qu'Alexander Stein a récupéré la recette très récemment et s'est associé à un distillateur, Christoph Keller, pour faire ce qu'on connaît aujourd'hui comme le Monkey 47, et qui, comme je l'ai dit, au niveau du nom Monkey, fait référence à cette petite histoire, mais au niveau 47, qui là, pour le coup, fait bien référence à la fois aux 47 plantes aromatiques qui composent ce gin qui est très complexe, qui est assez sublime là pour le coup, et fait aussi référence aux 47 degrés auxquels ce gin est titré.
Donc Alexander Stein, que vous voyez un peu de manière pixelisée à côté de son appareil à distillation, hein, c'est là où va être sortie chaque goutte de Monkey 47. Donc c'est vraiment un alambic très spécifique qu'il a créé sur mesure avec un artisan et du coup qui à lui seul est une œuvre d'art. Et c'est là effectivement que va se faire tout le Monkey 47 qui est vendu à travers le monde. Et donc avec différents process. Tout d'abord, et c'est ce qui fait aussi la caractéristique de ce gin, c'est l'utilisation des rêles rouges qui viennent donc de la forêt noire, qui vont être macérés plusieurs jours dans de l'alcool. Vient ensuite effectivement les autres ingrédients qui vont passer 36 heures de macération ensemble, puis certains ingrédients plus délicats qu'on va placer, comme tu le disais tout à l'heure Fred, dans des paniers, dans des cols de l'alambic qui vont être plus délicats. Donc en général, ça concerne principalement les fleurs et notamment les fruits frais, puisque là dans le Monkey 47, c'est aussi des fruits frais qui sont ajoutés à la recette. Ensuite, on va distiller tout ça ensemble, enfin dans le même alambic, certains effectivement par percolation et d'autres directement dans l'alcool neutre. Puis ensuite, on va avoir une harmonisation. Après la distillation, on va placer en fait les distillats dans des jarres en terre cuite qui vont être ensuite pendant 100 jours mis effectivement dans ces jarres pour obtenir effectivement une certaine rondeur sur le produit et faire effectivement du Monkey 47 ce qu'il est une fois acheté et une fois en main. Donc, pour revenir sur les 47 plantes aromatiques, comme je l'ai dit, il y a un tiers des 47 plantes aromatiques qui sont issues de la forêt noire. Donc qui reprennent effectivement l'ébauche de la recette de Montgomery Collins. Donc on va retrouver, on l'a dit, les érelles rouges, les prunelles avec lesquelles on va faire aussi du sloe gin, les fleurs d'acacia, de l'épicéa, et on va retrouver ensuite d'autres plantes aromatiques comme les baies de genièvre, alors qui ne viennent pas finalement de la forêt noire, parce que justement les baies de genièvre vont être un petit peu plus parfumées lorsqu'elles viennent d'Italie. D'ailleurs, majoritairement, c'est principalement des baies de genièvre d'Italie pour une grande majorité de gins, parce qu'elles sont justement plus gourmandes et plus parfumées. On va retrouver notamment des épices exotiques comme la cannelle, le gingembre, et on parlait tout à l'heure des agrumes frais comme l'orange douce qu'on utilisait déjà pour le plymouth et le pomelo qu'on utilise aussi pour le Monkey 47. Je n'ai pas la liste du coup de 47 ingrédients, mais c'est ceux-là effectivement qu'on va retrouver majoritairement. Également le côté floral qu'on va retrouver sur le Monkey 47. Et justement, si vous voulez les notes de dégustation qui apparaissent, on va vraiment être sur un gin, pour le coup, qui est très complexe, qu'on va un peu plus catégoriser dans le côté floral, avec des notes effectivement de lavande. Mais en fait, selon le moment de la dégustation, selon la première ou la deuxième, voire la troisième gorgée, on va vraiment se retrouver avec un profil aromatique qui est très complexe, qui va tantôt passer sur le côté fruité, puis sur le côté amer, puis sur le côté boisé, puis sur le côté floral et voire même végétal. On est vraiment sur un produit assez sublime. On est vraiment très content d'avoir cette marque et d'avoir acheté maintenant cette marque il y a quelques années. C'est toujours Alexander Stein qui gère effectivement la maison, mais du coup maintenant c'est Pernod Ricard qui en est propriétaire, et ça a permis aussi de fortement développer le Monkey 47 à l'international. Et pour la petite info, effectivement la bouteille fait 50 centilitres et non pas 70 comme la majorité effectivement des spiritueux, et on a effectivement un prix de vente conseillé aux alentours de 43 € les 50 centilitres, et avec du coup un gin non filtré à froid. Mais du coup c'est un produit vraiment d'exception et que je vous recommande. On le voit sur la roue des profils, on va le retrouver dans le côté floral, mais comme je vous le disais, d'un moment ou à l'autre, il passe sur un peu toute la roue des saveurs. Juste petite précision, non filtré à froid. C'est-à-dire, oui. J'avais vu un gin filtré en fait. Tu avais vu un gin filtré ? Ouais, tu as marqué non filtré à froid. Si, parce qu'il y a une filtration, il me semble, et du coup là pour le coup ce n'est pas le cas pour celui-ci et pour le gin Kinobi. Donc il doit y avoir quand même une filtration avec les impuretés, enfin de la distillation ou autre. Il doit y avoir quand même une filtration. Après, sur quoi est faite cette filtration, il faudra aussi que je me renseigne. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une non-filtration à froid, puisque ça marche à la fois pour le Monkey 47 et à la fois pour le Kinobi. Donc il le filtre, enfin du coup il le filtre pas juste avant l'arrivée en bouteille, quoi. Ouais, c'est ça. Pour le Monkey 47 et le Kinobi. Pour le reste, il faudrait qu'effectivement je me renseigne sur la filtration, comment elle est faite. C'est vrai que pour les whiskies, je le sais, mais sur le gin, c'est comme tu me poses la question,
c'est l'occasion de reposer effectivement la question pour mon savoir. Comment ? Pardon, Charlotte. Non, mais c'est bien de le savoir parce qu'effectivement, non filtré à froid, on a plus l'habitude sur le whisky que sur le gin. Et il faudrait que je sache, pour le coup, où sont la filtration pour les autres gins. C'est une bonne question à reposer, du coup. C'est bon, c'est noté, parce que j'avais déjà remarqué la réponse. Et donc, du coup, pour revenir sur la partie qui vous intéresse aussi beaucoup, c'est la partie cocktail. Donc là, effectivement, Monkey Tonic, on a plusieurs garnishes possibles, mais le pamplemousse pour faire référence au pomelo qui est présent dans la recette. Et après, vous avez une multitude de possibilités de remettre au goût du jour certains classiques comme le Corpse Reviver numéro 2, qui est du coup encore plus puissant avec le Monkey 47. Et après, là encore, sur la page Instagram Monkey 47, vous avez une multitude d'idées recettes cocktails. Et à savoir, j'en ai pas plus parlé, mais vous avez aussi dans le Monkey 47, une gamme donc, de slow gin, une version qui est vieillie en fût de mûrier, donc qui subit un vieillissement, le barrel cut, je ne sais plus le nom précis. Et vous avez aussi une édition limitée chaque année dans lequel ils rajoutent un ingrédient supplémentaire au 47. Donc ça, c'est vraiment un événement. Et en général, le gin se réserve sur Internet et en général est sur liste d'attente parce qu'il y a une quantité de bouteilles qui est très limitée. Et donc, ils participent aussi à toute l'histoire du Monkey 47 et toute la communauté de mixologues qui apprécient effectivement le produit. Et certains même, j'ai appris que vous avez effectivement sur la bouteille un anneau argenté et certains barman l'utilisent et appellent ça la communauté de l'anneau et collectionnent du coup les petits anneaux argentés qui trônent au-dessus de la bouteille. Je l'ai appris récemment avec un mixologue. À la base, je ne sais pas d'où est née cette communauté de l'anneau, mais et si ça permet de vendre plus de Monkey 47, nous, on est contents. Est-ce que vous avez des questions sur la partie Monkey 47 ? Écoute, moi, j'ai rien noté. Les questions, elles venaient plus ou moins l'une derrière l'autre. Tu peux aller sur nos amis italiens. On redescend dans le sud, un peu plus de soleil normalement, avec les jeans italiens Malfi. Donc en l'occurrence, comme le Monkey 47, qui est normalement un produit qui est réservé aux cafés, hôtels, restaurants et aux cavistes, le Malfi c'est aussi le cas. C'est un gin italien donc qui est distillé par 2 maîtres distillateurs italiens dans la distillerie de Torino. C'est là où on va faire aussi de la liqueur de bergamote Italicus, si jamais vous connaissez. Et donc, en fait, comme son nom l'indique, le Malfi, en fait, ça a la particularité de faire un peu respirer la dolce vita italienne à travers la côte amalfitaine et notamment de ces fameux agrumes. Et c'est pour ça que je vous disais que c'était aussi un peu mon préféré, c'est parce qu'il y a une prédominante au niveau des agrumes. Là, la distillation, effectivement, se fait sous vide à froid parce qu'on utilise effectivement des véritables agrumes frais. On va même avoir une spécificité, c'est qu'on va vraiment presser les agrumes. On va d'abord au préalable les macérer dans de l'alcool, les presser avec un pressoir traditionnel et on va ensuite distiller les différents agrumes, non pas ensemble, là pour le coup, mais les ingrédients différemment. Et ensuite, on va rassembler ces distillats individuels pour faire effectivement notre gin Malfi coupé avec de l'eau italienne du Monteviso pour obtenir du coup un gin fruité et à différents parfums. Donc effectivement, nous, ce qu'on distribue en France, c'est le limonné avec les citrons de Calabre et les citrons de la côte amalfitaine, qui sont aussi très réputés à l'international. Le pamplemousse rose de Sicile pour la version rossa. On retrouve aussi des notes de rhubarbe dedans. Et enfin, le Malfi con Arancia, comme son nom l'indique, qui est avec des variétés d'orange et notamment d'orange sanguine sicilienne. Donc, on est vraiment là sur le cœur de l'agrume et la particularité, c'est le côté effectivement très puissant des agrumes qui ne sont pas rajoutés après, mais qui sont bien effectivement distillés pour avoir effectivement cette puissance. Et souvent, quand on le déguste, et là encore, il peut être très intéressant à déguster pur, notamment le limonné, on a souvent la remarque que ça fait penser un peu à un limoncello, malgré les 41 degrés d'alcool, il est assez agréable à boire en apéritif ou en digestif pur et bien glacié, bien évidemment. Et donc, on retrouve effectivement le produit environ à 36 € en revente prix caviste.
Et comme dit, hein, le garnish, tout simplement avec le fruit qui le compose, hein, citron jaune pour le limonée, orange sanguine idéalement pour la rancia et pour le rossa, le pamplemousse. Est-ce que vous aviez des questions sur le Malfis? C'est passé très rapidement, hein, mais au fur et à mesure, en plus comme là, pour le coup, l'histoire est beaucoup plus récente, hein, du Malfis. Ça fait à peine 10 ans que la marque existe. Mais du coup, la marque, pour le coup, est 100% italienne. C'est-à-dire du bouchon à la bouteille en verre à ce qui contient dedans, hein, tous les ingrédients sont 100% italiens. Non, mais écoute, après, ça sera plus une question d'ordre général derrière sur toute la gamme directement. Donc, ciao, grazie. On va maintenant faire un petit vol en Asie, au Japon, avec la Kyoto Distillery et le gin Kinobi. Donc, le gin Kinobi qui titre à 45,7 degrés et qui est aux alentours de 60 € en prix de vente, là encore, réservé cavistes et CHR. Donc, pour information, Kinobi, ça signifie la beauté des saisons. Et du coup, Kinobi, c'est fait par la Kyoto Company, qui est la première et la seule distillerie dédiée au gin au Japon. Donc, c'est très récent, hein. Ça a été lancé effectivement en 2016, la marque Kinobi. Et la particularité, donc dry gin, hein, tu vois, Kyoto Dry Gin. Mais là, pour le coup, elle ne respecte pas la recette du London Dry Gin, puisqu'on le verra, les ingrédients sont distillés séparément. Et c'est ce qui fait la typicité effectivement de ce gin. C'est les plantes, effectivement, typiquement japonaises de ce gin. Donc, on va retrouver 6 catégories de saveurs. Donc, la base, hein, qui est toujours donc des baies de genièvre, des racines d'iris. Et là, on va retrouver le côté original des botaniques japonaises avec du cèdre japonais, du gingembre, du thé. Là encore, on va retrouver le côté thé, un thé assez spécifique. Des agrumes, donc on va retrouver le citron, mais du coup, qui est encore plus connu, le yuzu, sur le côté asiatique, qui va donner des notes assez originales. Et puis le côté, effectivement, fruité et herbacé, avec du shiso, qui est une plante japonaise, du bambou, du sencho, qui est un poivre japonais, ou encore des feuilles de frêne. Donc vraiment, là, pour le coup, on est sur un gin très exotique, puisque très loin de ce qu'on connaît habituellement, on l'a dit, hein, les agrumes, la coriandre, etc. Là, on est vraiment sur une originalité au niveau, effectivement, des ingrédients qui sont utilisés. Et je le disais tout à l'heure, eux, ils mettent vraiment en avant l'utilisation de leur alcool neutre, mais du coup, alcool de riz. Donc, pas si neutre que ça, du coup, qui donne vraiment une saveur douceâtre ou umami. Et du coup, l'eau de Fushimi qui est aussi utilisée pour la création de ce gin. Et pour la fabrication, j'ai pas mis la slide, mais pour la fabrication, c'est ce que je vous disais, les 6 catégories de saveurs vont être vraiment distillées séparément et vont ensuite être assemblées. Puis, effectivement, on va obtenir notre Kinobi à 45,7 degrés, en sachant qu'il existe aussi une version Navy Strain à 54 ou 55 degrés de mémoire. Et il existe aussi une version où on a en plus des aromatiques de thé, différentes variétés de thé. Et là, on sera sur non plus le Kinobi, mais le Kino Tea. Et donc, enfin, les cocktails Kinobi Dry Gin qui peuvent être préconisés. Donc là encore, ce que je vous disais, si vous n'avez pas peur, effectivement, de la puissance d'alcool du Kinobi, vous pouvez tout à fait le déguster pur, puisque les botaniques sont hyper intéressantes. Et ce qu'ils font aussi aux Japonais, c'est qu'ils le dégustent parfois avec un petit peu d'eau froide ou chaude, ce qui permet justement d'un petit peu d'alléger la puissance en alcool, un petit peu comme on le fait, par exemple, pour le whisky. Mais après, vous pouvez aussi tout à fait faire des cocktails gin tonic avec idéalement une petite tranche de yuzu, même si c'est un peu plus difficile à trouver. Et nous, on l'a associé au tonic Archibald, qui est un tonic bio à base de baies de genièvre et de racines de gentiane. Donc, il y a un profil un petit peu plus végétal également. Et on peut tout à fait aussi l'associer à du limoncello ou du yuzu cello. Je ne savais même pas que ça existait, pour avoir effectivement le profil un petit peu plus acidulé qui ressort. Donc voilà pour le gin Kinobi. Je ne pourrais pas vous dire au revoir en japonais, mais le cœur y est. Est-ce que vous aviez des questions avant de passer sur le continent américain, notre dernier voyage? Écoute, il n'y a rien, tu peux continuer. Et enfin, du coup, le 6 grammes, on en a un deuxième, mais le 6 grammes, ça va être très rapide, hein. C'est un gin qu'on ne développe pas forcément beaucoup en France, mais à titre d'information, c'est toujours bon à savoir, c'est le gin numéro 1 des ventes aux États-Unis,
puisque c'est un jean qui vient du coup des États-Unis. 5 plantes aromatiques les plus courantes, baie de genièvre, coriandre, orange et racines d'angélique. Et la petite particularité, c'est qu'il est légèrement vieilli en fût de chêne blanc, ce qui va lui donner un côté légèrement ambré, une couleur un petit peu plus foncée que la transparence habituelle des jeans. Et ce qui était un peu plus intéressant, je trouve, à en parler, parce que celui-ci, on le développe bien, notamment en France, c'est un jean, on remonte des États-Unis au Québec, avec le Ungava, qui en fait est une région qui se trouve au nord du Québec, qui la moitié du temps, enfin plus la moitié du temps, les 3/4 du temps est recouvert de neige, qui est une région assez extrême avec un climat vraiment particulier. Et c'est du coup en 2009 qu'un producteur de cidre de glace, Charles Crawford, a voulu effectivement surfer sur la tendance des jeans et il s'est dit pourquoi pas créer mon jean québécois. Et du coup avec des plantes assez particulières puisqu'elles ne se trouvent que sur la région d'Ungava. C'est 6 plantes, 6 herbes indigènes canadiennes qui composent du coup ce jean qui a une couleur naturelle et on verra pourquoi. Mais du coup, on retrouve les baies de genièvre nordiques, des baies d'églantier, de la camarine noire, du petit mûrier, du thé du Labrador ou encore un mélange de l'Arctique. Et ça, c'est vraiment des plantes que vous ne trouvez nulle part ailleurs, sauf effectivement au Québec et plus précisément à Ungava. Et du coup, là encore, au niveau du process de fabrication, ces différentes botaniques vont, elles, macérer ensemble pendant 5 semaines, et du coup, vont être ensuite distillées et embouteillées à 43,1 degrés d'alcool. C'est assez précis. Et la spécificité, je le disais, c'est la couleur naturelle, la couleur naturellement jaune du gin, qui vient en fait de la macération de baies d'églantier après distillation. Et du coup, une fois dans le verre, à petite dose, cette couleur va vraiment vite se diluer, surtout si vous la mélangez avec du tonique. C'est assez clair, mais quand c'est concentré, effectivement, il y a une belle couleur jaune qui revient sur le produit. Et alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas si épicé que ça. Les plantes sont assez originales, mais en fait, ça va surtout donner en bouche quelque chose de très frais, de très floral, avec des notes fruitées. Donc, c'est au final un gin assez doux et assez accessible. Et là encore, c'est assez intéressant de le déguster pur parce que on a des herbes aromatiques qui sont vraiment assez inédites et assez exotiques du côté effectivement du côté de l'Arctique. Et donc, on est sur un prix de vente d'environ 33 €, là encore disponible sur Drinks & Co. Et comme recette, là encore sur le gin, vous pouvez transformer les classiques habituels comme le Vesper. Et puis, en termes de garniche, on conseille effectivement un peu plus courant le pamplemousse qui vient révéler le côté un petit peu frais et à la fois amer de ce gin. Et après, vous pouvez vous amuser effectivement à faire d'autres créations comme le fils de l'Arctique, dans lequel on va rajouter effectivement des branches de sapin et qu'on peut faire aussi infuser et qui rappelle effectivement le côté assez extrême du climat québécois. C'est tout pour moi sur l'Amérique et du coup j'ai un peu spoilé en passant directement à la nouveauté. On n'a rien vu. Mais ça tombe bien qu'on ait fait cette formation aujourd'hui parce que nous, la semaine dernière, on a pu communiquer à la presse le lancement de notre jean français. Donc, on a fait le tour du monde et on revient finalement en France où il nous manquait effectivement dans notre tour du monde un jean français de chez Pernod Ricard et on a réalisé notre propre jean français chez Pernod Ricard avec Acme qui va bientôt être ouvert sur le marché et donc il y a un jean français qui vient des Pyrénées-Orientales à Thuir précisément pour ceux qui ont assisté aux masterclass précédentes. Thuir, c'est là où sont faits les extraits aromatiques de Ricard, mais également où est produit la Suze et d'autres apéritifs traditionnels français comme le Dubonnet, le Bir ou encore l'Ambassadeur. Et du coup, aujourd'hui, on aura effectivement la fabrication du gin français Acme, qui signifie en fait sommet en grec, en ancien grec. Et donc, en fait, la particularité de ce gin qui va comprendre 12 botaniques, la botanique phare qui va dominer effectivement le profil de ce gin, c'est les bourgeons de sapin qui vont donner un côté à la fois frais et à la fois épicé. Après, je ne pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas goûté encore et que je ne connais pas toutes les botaniques qu'il y a dans ce gin, mais c'était l'occasion de vous faire quand même un petit clin d'œil sur le gin Acme qui va prochainement sortir et ça, c'est une info qu'on n'a que depuis la semaine dernière et qu'on peut diffuser que depuis la semaine dernière, donc ça tombe parfaitement bien dans ce tour du monde de retourner effectivement en France avec le marché des jeans français qui, comme on l'a dit, connaît effectivement un fort engouement.
et donc à 41,5 degrés d'alcool. Voilà pour le tour des jeans. J'ai été, comme d'habitude, un peu plus longue que prévu, mais il y avait quand même beaucoup et de quoi dire que juste parler de Beefeater, qui est certes une très belle marque, mais il y avait tellement effectivement de nombreux jeans et vous avez été nombreux à poser les questions d'élaboration. Et comme vous pouvez le voir à travers, je sais pas, 6-7 jeans qu'on a présentés, il y a une multitude effectivement d'élaborations. Ça dépend vraiment des marques, ça dépend vraiment des ingrédients et des recettes propres à chaque jean. Moi, ce que je dis régulièrement aussi, c'est que ça dépend beaucoup de personnes. Quand on fait un gin tonic, on peut avoir le client, vaut mieux qu'il sache carrément son gin qu'on impose effectivement notre gin directement. Voilà, Après, on a toujours les cocktails à la verse, les cocktails à la verse, les classiques, les gins, alors j'allais dire gin tonic, mais les cocktails qu'on fait, où on fait vraiment des cocktails création à base de jus, de choses comme ça. C'est vrai que souvent, par souci aussi d'économie, on ne va pas forcément prendre du Monkey 47, ou alors on va bien le signaler. Mais après, c'est sûr qu'il y a une palette tellement impressionnante en gin, et maintenant, il y a même des bars qui sont spécialisés dans le gin, avec un choix, comme dit, nous, on a présenté 7, mais moi, j'ai déjà vu une carte de gin avec au moins 30 références, parce qu'il y a un choix assez large, parce qu'il y a des goûts qui sont vraiment très variés d'un gin à l'autre. Ouais, ça a l'air sympa, là, ton petit dernier, là, c'est rigolo. J'attends de voir au niveau de la dégustation, mais ouais, toute l'arôme avec les bourgeons de sapin. Bon, après, il y aura toujours coriandre, baie de genièvre, des agrumes, mais on verra ce que ça donne. En tout cas, c'est quand même bien d'avoir du coup créé un gin français parce que la demande est là. Après, c'est ce que je vous disais, c'est pas parce que forcément c'est un gin français qu'au niveau de la qualité, on est sur quelque chose de meilleur. C'est juste qu'après, au niveau effectivement production, certes, c'est plus local, mais encore une fois, il faut voir d'où viennent les ingrédients, le sourcing. Et sur d'autres maisons, comme des grosses maisons comme Beefeater ou Plymouth, on l'a vu, ça fait des millions de bouteilles et pourtant, on n'a pas 15 000 alambics. Et d'ailleurs, personne, sur la plupart des maisons de gin, il suffit de quelques alambics pour derrière pouvoir produire, parce que la distillation, c'est en continu, comme on l'a dit. Donc, au final, c'est assez productif. Et c'est pour ça aussi que certains se lancent. Et derrière, ça fait aussi la rentabilité de certains qui se lancent effectivement dans le marché du gin. Parce qu'une fois qu'on a fait un gros investissement sur l'appareil et puis sur la recette, du coup, ça débite. C'est un alcool blanc, donc il n'y a pas de vieillissement comme le whisky ou comme dans le vin. Donc, du coup, ça envoie directement. J'avais encore une question, effectivement. Est-ce que comment on peut classifier les jeans par différents prix, en fait? En fait, c'est plus, on me l'avait déjà posé cette question, c'est plus au niveau, comme je l'ai dit, des botaniques qui sont utilisées. Il y a certaines botaniques qui sont plus rares. Après, souvent, en entrée de gamme, on va retrouver quand même des jeans qui sont plutôt à 37,5 degrés. Enfin, vous regardez en magasin, il y a beaucoup de jeans et en entrée de gamme, c'est surtout des jeans à 37,5 degrés. C'est aussi pour ça qu'ils sont moins chers, c'est parce qu'il y a aussi légèrement moins de taxes. Après, au niveau premium, ultra premium, on va dire que le trio de tête, ce que je disais tout à l'heure, Beefeater, Bombay, Tanqueray, c'est un peu ceux qui dominent le marché en termes de jeans premium. Et après, quand on passe sur de l'ultra premium, c'est en fait dès qu'il y a des caractéristiques et des quantités qui sont plus limitées. Il y a les quantités et il y a aussi les botaniques utilisées. Kinobi, si on est sur un gin ultra premium comme Monkey 47, c'est parce qu'au niveau de la recherche et par exemple l'alambic qui est fait à Monkey 47, c'est un alambic qui est unique en son genre. Chaque alambic est bien évidemment unique, mais là c'est vraiment quelque chose qui a été fait, qui a été créé sur mesure. Certains aussi au niveau du distillat vont couper les têtes et les queues et vont ne garder qu'une infime partie. C'est tout ça qui, effectivement, explique le prix de certains jeans. Ça va être effectivement au niveau des botaniques utilisées, au niveau des process, parce que c'est sûr que quand vous avez un process où vous mettez plusieurs semaines à faire macérer les ingrédients, vous n'allez pas pour le coup avoir le même débit que d'autres recettes où on fait macérer ou pas quasiment macérer, comme par exemple le Plymouth. Le Plymouth, on n'a pas de macération, mais par contre derrière, on a par exemple des oranges douces qui valent aussi cher. Le fait d'acheter des oranges douces qui sont pelées et qui sont séchées au soleil et pas de manière effectivement artificielle dans des fours ou autres. C'est tout plein de détails comme ça qui après expliquent en fait les différences de prix. Après, quand on parle de premium, ultra premium, on se base en général sur un prix qui est au-delà de 25 € la bouteille.
on parle d'ultra premium quand en général on est au-dessus de 25 € la bouteille. Ok, ouais, donc c'est pas forcément comme le rhum qui est quand même plus du double, voire du triple, quoi. Sur l'ultra premium, en fait, tout simplement. Ouais, après, voilà, tu as vu au niveau des tarifs que j'ai donnés, le Pimous, on le considère comme un premium, et après, directement, le Beefeater 24, on va le passer directement dans un ultra premium. Et ce qui explique ce côté ultra premium, c'est que forcément, le thé sencha, le thé vert de Chine et le pamplemousse, le sourcing qu'on va faire aussi sur ces produits, c'est des produits qui valent cher aussi. Donc, ça va forcément se répercuter sur le prix. Et l'Acmé, tu sais déjà? Le prix, hein? Oui. Si je dis pas de bêtises, alors au niveau commercialisation, je ne suis pas encore au fait. Est-ce que ça va être distribué uniquement en CHR ou en GD, grande distribution? Et je crois que le prix de vente, on est aux alentours de en dessous de 25 € il me semble. Mais je suis pas sûre. 23 ou 25 €. On va être quand même sur le haut du panier. Et c'est pour ça que je ne sais pas s'il sera distribué en grande distribution ou s'il va être distribué exclusivement en caviste. À suivre. C'est vraiment tout récent, hein, comme info. J'ai eu une slide d'information la semaine dernière. Je me suis dit, c'est l'occasion d'en parler à la masterclass sur le gin avec vous. J'ai entendu un petit bip bip sur le chat. Je sais que j'ai été un peu trop longue comme d'habitude, mais bon, vous avez le replay si certains nous ont abandonnés en cours de route. Et comme ça, vous avez un panel d'informations sur tous les gins. Au cas où, il y a une question qui m'a été posée qui était un peu plus personnelle. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui t'a déjà vu plusieurs fois directement. Quelle est la partie de ta profession que tu préfères le plus? Oh, du coup, j'aime beaucoup les masterclass. De donner plein d'informations parce que j'aime aussi recevoir des masterclass et les petites histoires, les petites anecdotes. Et puis la partie événementielle qui en plus m'a beaucoup manqué, je pense, tout comme toi, Fred. Oui. C'est une partie, l'événementiel, où du coup on peut échanger directement, les clients sont hyper open. Là, je reprends les animations terrasse, c'est aussi très sympa, surtout quand il fait beau. Mais du coup, voilà, la partie terrasse, les gens, ils viennent pour boire un coup. On est là pour éventuellement leur proposer, là pour le coup, l'îlet tonique, mais on ne va pas forcément engager des longs discours parce qu'ils sont là avant tout pour passer un moment entre eux. En général, une masterclass ou un événement, ils sont un peu plus ouverts à la discussion et du coup, ouais, c'est les parties de mon métier que j'aime bien. C'est la partie formation. Et puis casser aussi les a priori pour appartenir à un grand groupe. On est de plus en plus en ce moment les grands groupes, etc. Oui, mais du coup, derrière, ça fait travailler avec tous les jeans dont je vous ai parlé. On fait travailler en direct 18 500 personnes qui travaillent pour Pernod Ricard et derrière, tous les fournisseurs de toutes les botaniques, par exemple, qu'on a parlé. Donc, ça crée aussi de l'emploi. Et moi, en l'occurrence, je ne travaille pas à droite, à gauche. Je travaille à Strasbourg sur ma zone, sur l'Alsace. Donc ouais, c'est la transmission à travers les masterclass ou à travers l'événementiel. C'est souvent ça la partie, je trouve, la plus intéressante. Et puis forcément, les rencontres. Hein. Donc là, pas une rencontre physique, malheureusement, mais du coup, la visio permet quand même d'avoir pu maintenir le lien pendant les périodes Covid. Donc, et pouvoir aujourd'hui avoir des gens qui viennent, comme tu le disais tout à l'heure, de Haute-Savoie. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, d'élargir un peu les horizons d'Alsace et de trouver des gens qui sont des quatre coins de France, voire même des fois, on avait des étrangers. Malheureusement, je ne fais pas la masterclass en anglais. Ça m'étonne de toi. Je pourrais un peu, mais pas aller autant dans le détail. Là, pour le coup, j'aurais vraiment plus respecté le timing. Je pense qu'on aurait fait 15 minutes de présentation. Ça aurait été beaucoup plus court, mais avec beaucoup moins d'informations. Écoute, moi j'ai plus de questions, effectivement. Je regarde encore vite fait, mais écoute, je crois qu'on avait fait le tour. Pam, pam, pam. Hop. Non, écoute, c'était bon. Écoute, je te remercie énormément, Charlotte, de nous avoir fait de nouveau saliver avec ta grande culture intergalactique directement. Et je vais vous parler aussi un petit peu de notre prochaine masterclass. Pardon, tu as tellement parlé, tu vois, que j'arrive même plus à parler derrière toi, en fait. Donc, comme d'habitude, effectivement, ça va être donc le premier lundi du mois. Donc, le mois prochain, on sera le 6 juin à 14h30. Et là, on va voir quelque chose qu'on me demande depuis très, très, très longtemps. Malheureusement, tu n'as pas eu le temps de nous en parler, Charlotte. Oui. Donc, c'était des spiritueux sans alcool.
Donc, on aura Clémence, effectivement, donc de JNP Spirit, directement, qui va nous parler directement donc de spiritueux sans alcool. Voilà, donc pour les amateurs de mocktail, rendez-vous le prochain lundi, donc le premier lundi du mois, à 14h30, donc le 6 juin. Ben écoute, merci beaucoup Charlotte de tes connaissances. C'est toujours un grand plaisir de parler avec toi. Voilà, Alice te remercie, Amandine aussi. Et je pense qu'on aura une personne en plus, Amandine, qui va sûrement nous faire une masterclass. Donc, c'est encore plus cool aussi derrière. Donc, on aura quelqu'un qui va carrément passer derrière. Donc, c'est encore plus rigolo. Et écoute, j'espère te revoir de nouveau un petit peu, Charlotte. Moi, ça, c'est vraiment la petite fin personnelle directement. Oui. Juste pour info, j'ai toujours ton tablier. J'espère que tu cuisines un peu de temps en temps avec. Ah, non, je ne salis pas. Alors là, non, mais après, il peut être lavé. Hein, c'est l'avantage d'un tablier. Mais oui, effectivement, il faudra qu'on se capte physiquement pour effectivement faire un échange de bons procédés. Je me suis permis de mettre mon adresse mail pour ceux qui voudraient éventuellement me contacter pour d'autres informations, pour éventuellement que je leur envoie les brochures cocktails. Alors, je ne peux pas vous donner la masterclass puisqu'elle elle est confidentielle. Enfin, en tout cas, elle n'est pas à transmettre. Mais par contre, la partie cocktail, là, c'est ce que je vous ai dit. Hein, si vous n'avez pas eu le temps de faire des screens, je peux tout à fait vous renvoyer ça si vous me le demandez. Et puis, je suis désolée pour la partie Seeders. J'ai un peu trop dépassé, mais on a vu plus que ce qui était prévu à la base de Beefeater. Donc, j'espère que vous avez quand même été content de faire un petit tour du monde des jeans. Et puis, le Seeder, ce sera que partie remise. Et puis, vous avez une intervenante qui parlera des sans-alcool. Donc, elle vous détaillera tout ça dans une prochaine masterclass. Ben écoute, il me reste plus qu'à te dire salut Charlotte et puis merci à tout le monde qui a passé un petit moment avec nous. Donc n'hésitez pas si vous voulez regarder, comme elle a dit Charlotte, le replay en fait. Et puis de toute façon, il sera dans la formation directement. Ben, merci à tout le monde et puis à une prochaine. À une prochaine, très bonne journée. Ciao, ciao à tout le monde.